Salut tout le monde, merci d'être avec nous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de PLB Club. Comme d'habitude, pendant une petite heure, on va bavarder de foot anglais et de foot allemand. Salut Jean-François. Salut Philippe. Salut Antoine. Bonjour Philippe. Première avec nous en plateau. Sois Quel le honneur. bienvenu. Merci. Sois le bienvenu, vraiment. D'habitude, on est en connexion vidéo. C'est bien de t'avoir aussi en vrai, en chair et en os en cette fin de saison. Il ne reste que 3 journées en Première Ligue, 2 journées en Bundesliga et chaque journée, évidemment, a son lot de surprises et de rebondissements. C'était encore le cas, vraiment, le week-end dernier, notamment en Angleterre avec la course au titre. Et puis, c'est tellement important, Arsenal s'est qualifié hier pour la finale de la Ligue des Champions. On va parler de tout ça, évidemment. Voici notre chapitre anglais. Et première chose, comme d'habitude, en ce qui concerne l'Angleterre, les prestations des Belges en Première Ligue. On va dire que ce sont 2 de nos meilleurs représentants qui se sont illustrés. Doku Trossard, est-ce que c'est un hasard, Antoine ? Non, Non, hein. non, il n'y a pas vraiment de surprise. Matt Sells aussi, qui a fait un gros match, qui a arrêté un penalty. Donc voilà, Doku revient en forme en cette fin de saison. Trossard est à son prime au meilleur moment. Donc pas de surprise. C'est vrai que Sells a participé à la victoire de Nottingham à Chelsea, un penalty arrêté. Lamens, lui, s'est un peu troué avec Manchester United. Oui, un peu beaucoup. Oui, grosse faute. Après, ça peut arriver. Hein. Ouais. Voilà, c'est comme ça. Il fait une belle saison. Effectivement. Bon, et puis il y a quand même un autre Belge maintenant qui officiellement est répertorié comme joueur de Première Ligue puisqu'il est monté au jeu avec Brentford. C'est Kai Furo qui a joué ses premières minutes en Première Ligue. C'est pas mal, il n'a que 19 ans. Oui, et c'est une surprise parce jusqu'à quelques semaines, personne n'avait entendu, jusqu'à quelques mois, on va dire, jusqu'à cet hiver, personne n'avait jamais entendu parler de lui. Et puis voilà qu'il joue ses premières minutes en Première Ligue. Donc, ceux qui suivent les équipes nationales de jeunes, ils ont entendu parler de lui. Hein. Il a joué avec les U19 il n'y a pas longtemps contre la Lettonie, la République tchèque et le Danemark. Ouais. Il a marqué 2 buts. Il a quand même été transféré pour 10 millions. Ancien de Bruges. Il avait très peu finalement de temps de jeu, mais ils ont mis 10 millions sur la table. Donc il y a un potentiel réel. Après, voilà, il est qu'au début d'une trajectoire qu'on lui souhaite excellente. Il avait joué quand même, il participait à 2 matchs de FA Cup précédemment. En Première Ligue, bon, outre la qualification évidemment d'Arsenal pour la finale de la Ligue des Champions, le week-end dernier évidemment était très chaud. Manchester City a partagé 3-3 à Brentford. Arsenal a gagné 3-0 contre Fulham. C'est peut-être un tournant décisif qui c'est dans la course au titre. On va parler largement de ça dans quelques instants, mais avant ça, un mot sur une autre affiche, parce que ce sera le premier match du week-end, samedi à 13h30, Liverpool-Chelsea. Gros match, grosse affiche, et c'est notamment pour ça que Serge est avec nous. Salut Serge. Salut Philippe, salut à tous. Bon, c'est toi qui vas commenter le match, tu seras sur place à Anfield, c'est une affiche véritablement, même si on ne peut pas dire que l'ambiance soit au beau fixe, ni d'un côté ni de l'autre. Tu es d'accord ? C'est une affiche historique de la Première Ligue, mais là on a pour le moment une équipe très malade, Chelsea, face à une équipe en convalescence, le champion en titre Liverpool, donc effectivement... C'est un match un petit peu dévalorisé par rapport à ce qu'on a pu vivre, notamment dans les années 2000 et 2010. Liverpool a été battu 3-2 à Old Trafford. Jean-François, tu étais là pour commenter le match. C'était quand même un drôle de match. Comment tu les as trouvés, les Reds ? Un match agréable avec une équipe de Liverpool qui loupe sa première mi-temps et qui est beaucoup plus consistant en deuxième mi-temps. Il bénéficie aussi de largesse, on va dire ça comme ça, de l'équipe de Manchester United. Après, sur l'ensemble du match, la victoire de Manchester United n'est pas volée non plus. Donc, mais ça aurait pu tourner autrement en deuxième mi-temps. Quelques décisions arbitrales aussi. Comme beaucoup. Trop pour l'instant, moi je trouve. De manière générale et partout en Europe. On va en reparler aussi dans l'émission. Antoine, 2-0 après 14 minutes quand même. Au Manchester United, il y a un problème côté Liverpool. Il y a un problème, il y a une équipe qui est en difficulté cette saison et une pour laquelle tout roule depuis quelques semaines maintenant. Donc c'est clair que de toute façon avec Liverpool, voilà, la saison elle est ratée. Ils vont faire le strict minimum et se qualifier pour la Ligue des Champions, mais voilà, quand il y a des buts comme ça après quelques minutes, c'est compliqué de revenir. Oui, je note quand même que les débuts de match maintenant, attention, ça fait 2 fois déjà que Manchester United nous fait le coup. Ils commencent de façon tonitruante. Souvenez-vous la belle époque de
de United, il faisait ça aussi. Hein, donc c'est revenu dans voilà. Dans l'ADN. Et à domicile, franchement, cette saison, ils ont plutôt été le public. Ça m'a marqué. Par contre, étant sur place, le public a réagi. Et d'ailleurs, de manière générale, je trouve que les publics en Angleterre sont un peu plus vivants et un peu plus chauds cette année. Du côté de United, forcément, hein, depuis le retour de Carrick, oui, ça leur fait du bien. Ça leur fait du bien et ils expriment leur satisfaction. Arne Slot, de son côté, on va l'entendre. Il n'était pas content après le match pour deux choses. Il est notamment évidemment question de ce but de Sesko qui a touché ou pas le ballon, effleuré ou pas. On l'écoute. But I don't think it's a surprise to anyone this season that if there is a VAR intervention or if there's something that you could look at, could be left, could be right, that decision goes against us. That has been the whole season, every single time the same. This is a complete pattern over the whole season. But there's also a pattern that we concede ridiculous goals when we are the better team, that one or two switching off, and then we concede a goal. And that is more, that we have more influence on, so I should focus much more on that than on these referees' decisions that go against us. But it's clear that it's the whole season the same. Serge, il accable un peu les arbitres, évidemment, Arne Slot, mais il reconnaît quand même aussi lui-même que ses joueurs étaient fautifs. Il y a quand même une certaine lucidité, je vais dire. Oui, il y a une certaine lucidité, il y a une certaine frustration aussi. Il y a eu les déclarations de Slot. Après, pour revenir sur le VAR, je pense que le VAR a joué son rôle. Si on n'est pas sûr à 100% que le joueur a touché le ballon de la main, moi, je trouve que dès qu'il y a un doute, le VAR ne doit pas prendre de décisions qui vont à l'encontre ici du but. Pour revenir sur Slot et pour l'ambiance pour le moment à Liverpool, il y a aussi une déclaration de Salah hein, qui, maintenant qu'il va partir, se lâche un petit peu en disant que les standards sont un petit peu à la baisse cette saison, que l'exigence a baissé et qu'il espère que cette équipe va retrouver son identité. C'est vrai que ça manque un petit peu cette saison. Il y avait une grosse identité avec l'époque de Jürgen Klopp. La saison dernière, ils sont champions parce qu'ils continuent sur cette lancée. Cette saison, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Alors c'est vrai que le strict minimum, normalement, va être acquis avec la qualification pour la Ligue des Champions. Slot va sans doute pouvoir encore rester la saison prochaine, mais ça va être vraiment une saison importante. Et je pense que cet été, il y aura encore beaucoup de changements dans cette équipe de Liverpool parce que c'est sans doute un nouveau cycle qui va commencer. Et la vraie saison où Slot va être jugé, je pense que c'est la saison prochaine. Forcément, il y a Robertson aussi hein, qui est déjà partant. Bon, c'est vrai qu'ils n'ont pas pu transférer assez pendant l'été. Ils ont eu des blessures. Enfin, il y a tellement d'équipes en Première Ligue qui ont eu des blessures aussi. Ouais. Moi, ce qui m'a frappé vraiment, et puis après, voilà, juste un point de jeu, hein, voilà, il n'y a plus de largeur du tout à Liverpool. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que ça ne joue que dans la verticalité et tout va vers l'axe. Et il n'y a pas, comme excuse-moi, hein, mais aujourd'hui, partout, les équipes, on voit des ailiers, on voit des gars capables de faire des 1 contre 1, etc. Là, à Liverpool, à part Salah, évidemment, avant. À part Salah, qui est normalement, voilà. Et puis, et tu notes que les latéraux, souviens-toi de la grande époque de Klopp, avec des latéraux qui donnaient des assists, voilà, c'est fini. C'est un assist pour Robertson et 0 pour de l'autre côté. Mais c'est un gros problème cette saison, les ailiers, hein, Liverpool. Je côtoie quelques fans de Liverpool qui me disent c'est vraiment le gros problème, c'est Salah qui répond pas aux attentes, enfin qui est plus, qui est trop vieux. Voilà, merci pour tout, mais il y est plus. Oui, mais on avait dit que Casemiro était trop vieux aussi. Hein. T'as vu maintenant Donc moi je ne crois pas à ce truc de trop vieux. Moi je pense en tout cas, sa tête n'est plus là. Non, c'est une mise en place pour moi qui pose problème actuellement. Mais bon, c'est voilà. Et à gauche, Gakpo, c'est pas assez pour un club comme Liverpool, donc. Ok, bon, on verra ce que ça donnera face à Chelsea. Alors, le cas de Chelsea, ça c'est encore autre chose, parce qu'on se demande si ce n'est pas un cas désespéré. En tout cas, c'est inouï ce qui se passe de ce côté-là. 6 défaites d'affilée, Chelsea encore battu à domicile contre Nottingham Forest 1-3. Une éclaircie, je dis ça à la blague, dans la grisage, c'est que Chelsea a enfin marqué un but, premier but depuis 611 minutes. Et quel but? Oui. Et quel but? C'était tout juste. Hein. Oui, c'était tout juste. Et puis sur ces 6 défaites, c'est 4 à domicile. Qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est pas, le stade est vieux, les hôtels sont plus hauts. J'en sais rien. L'hôtel est très bien hein, dans le stade. Non, il est vieux maintenant, Phil. Ils l'ont plus refait depuis longtemps. Il est vieux. C'est fou quand même. Il y a beaucoup d'erreurs qui ont été faites, beaucoup de mauvais choix, encore récemment avec le départ de Maresca, le plus Rosenior pour lui succéder. Enfin, en fait,
à tous les niveaux, il y a des mauvais choix qui sont faits et ça se paye parce qu'on a mis beaucoup d'argent sur des joueurs qu'on pensait être bons, qui au final le seront peut-être un jour, mais dans un autre environnement. Donc il y a rien qui tourne et si je me trompe pas, ils sont interdits de transfert cet été, donc ça va pas s'arranger. Ouais, bon, alors écoutez, ils sont la saison dernière, 4e avec Maresca, victoire en Conference League et champion du monde des clubs. Serge, ils sont 9e actuellement, les Blues de Chelsea. Il faut gagner la FA Cup tout simplement pour sauver la saison. Mais c'est contre City. Oui, alors je pense qu'il y a un mot qui résume la situation à Chelsea pour le moment, c'est toxique. C'est toxique, j'ai l'impression, à l'intérieur du vestiaire. On a vu le départ de Rosseignol, il y a eu des problèmes avec Fernandez, il y a des problèmes avec Cucurella. Toxique entre la direction et les fans, parce que Bluco est détesté par une grande majorité de fans. Et on se demande vers quel projet maintenant peut se diriger Chelsea, parce que le projet actuel semble complètement foireux, avec ces jeunes joueurs qui ont des contrats de 6, 7, 8, 9 ans, qui ne répondent pas à l'attente, une équipe qui est en train de s'écrouler complètement. Peut-être pas de Ligue des Champions, mais surtout pas de Coupe d'Europe, puisqu'il faut effectivement gagner la FA Cup. Donc ce serait une année blanche au niveau européen. Il y a des gros problèmes financiers. L'UEFA a pris la situation financière de Chelsea de très très près. Ça sent le roussi quand même pour Chelsea sur cette fin de saison et même sur les saisons prochaines. Ouais, Jean-François. Non, toxique, je suis d'accord avec le mot, et c'est toxique aussi dans l'entourage du club. Moi, petite anecdote avec la presse que vous avez peut-être suivi cette semaine tous, mais c'est la presse qui interpelle, parce qu'en fait, il y a Cucurella et Fernandez qui ont été à Madrid. Alors évidemment, ils prennent une photo, et puis paf, ils replongent dans la brèche pour un peu titiller l'entraîneur. Et les deux, ils ont été à Madrid parce qu'ils avaient 3 jours de congé, ils ont été voir du tennis. Mais donc, ça veut dire que tout est toxique. Ça veut dire que même un truc qui ne doit pas l'être, qui est un fait banal, on rend les choses toxiques, mais ça, c'est pas spécifique à Chelsea, c'est partout en Angleterre, voire chez nous aussi. Parfois, c'est oui, tout à fait. Non, bien sûr. Mais c'est pour dire que je suis d'accord avec ce que. Voilà, c'est à l'intérieur, à l'extérieur, autour. Enfin, c'est pas bien, quoi. Exact. Bon, on verra ce que fera Chelsea donc samedi en visite à Anfield. Ce sera donc avec Serge à partir de 13h30. On passe évidemment maintenant à cette fameuse lutte pour le titre. Je vous rappelle encore une fois que Arsenal a battu Fulham 3-0 et que City a trébuché 3-3 à Brentford. Conclusion, Arsenal compte désormais 5 points d'avance et 4 buts d'avance, ce qui est important aussi. City doit jouer un match en plus. Et puis évidemment, Arsenal s'est qualifié hier brillamment, on peut le dire, pour la finale de la Ligue des Champions en battant l'Atlético 1-0. Quelle semaine pour les Gunners, Antoine. Ils auraient pu tout perdre et finalement ils vont peut-être tout gagner. Parce que bon, il y a la finale de la Ligue des Champions, ça c'est dans la poche, mais je pense que par rapport à la fin de saison, il y a ce match à West Ham qui est le seul piège, on va dire. On va voir le programme ensemble, si tu veux, le programme des 2 prétendants, parce que ça c'est vraiment important. Je t'ai interrompu. C'est le seul match piège, surtout que sur les 3 dernières saisons, West Ham a chaque saison embêté Arsenal dans la course au titre. Donc voilà, mais maintenant, sauf que je pense qu'on a vu les images hier à l'Emirates, il y a une émulsion, il y a quelque chose qui est en train de se créer et je pense que mentalement, ils vont aborder ce match très sereinement et à mon avis, ils feront le job. En tout cas, si ça se passe mal, il faut encore que City après fasse le plein, ce qui n'est pas non plus garanti. Donc à mon avis, c'est dans la poche pour la Première Ligue. Je pense que la victoire de hier va leur donner un coup de boost. Ils sont bien, franchement, ils sont bien en place. Ça fait quelques semaines que je pense sincèrement que c'est eux qui vont terminer champions. Et je fais un petit mea culpa parce que j'ai parfois trouvé qu'Arteta était quelqu'un que, voilà, c'est peut-être pas un entraîneur qui me séduisait. Je trouve que cette année-ci, et juste si je fais référence au match d'hier, des 2 derniers matchs d'ailleurs, et puisque ça vient dans la suite de l'émission, c'est le choix de mettre Lewis Kelly au milieu, quoi. Il a pris une décision que je trouve une bonne décision. Audacieuse, mais bonne. Bonne pour 2 raisons. D'abord parce que Lewis Kelly a très bien joué, et puis parce que quand il a mis Zubimendi hier, Zubimendi a été obligé, lui aussi, d'élever son niveau de jeu, parce qu'on sent que la frustration, etc., fait qu'il veut être dans le coup aussi, quoi. On va reparler d'Arsenal dans un petit instant. Arsenal qui va donc à West Ham, mais avant ça, parce que la rencontre de City a lieu avant le match d'Arsenal, City accueille Brentford, avec une question quand même par rapport à ce qui s'est passé le week-end dernier. À quoi faut-il s'attendre? Les Citizens vont-ils réagir ou alors lâcher prise? Ils n'ont pas le choix, de toute façon. Là, pour une fois, ils jouent effectivement. Une belle question, quoi. Pour une fois, ils jouent avant Arsenal. On n'osait pas te le dire. mais c'est vrai que le seul moyen, en fait, de mettre un peu la pression, c'est de gagner contre Brentford et avec la manière et avec des chiffres.
C'est-à-dire que s'il s'impose 1-0, au final, il y a toujours cette différence de but qui est favorable Ouais. à Arsenal. Voilà, si on va dire que samedi 18h30, ils mettent 5-6-0 à Brentford, là, Arsenal pourra se dire le lendemain, Ouais. on n'a pas le droit à l'erreur. C'est Mais- sûr, c'est sûr. Voilà. Bon, on va voir les stats du match de Manchester City à Everton, parce que ça a quand même été un match très particulier aussi, avec une fin de match complètement folle. C'était 3-1, puis 3-3 en toute fin de match. 75% de possession, 4 petits tirs cadrés, ça se voit beaucoup. Non, et je trouve, enfin bon, après, voilà, on va pas discuter que de ça. De toute façon, on pourrait faire des émissions complètes rien que là-dessus, mais je sais pas, l'arbitrage particulier quand même, à un moment donné. Ok, on peut se plaindre de l'arbitrage dans tous les clubs, mais je trouve qu'ils peuvent aussi se plaindre. Enfin, Doku est découpé en deux, là. à un Ah, moment ben on donné, va y venir, hein, on va y venir, évidemment. Serge, tu as un avis, toi, sur le partage de City à Brentford, sur la rencontre en général, hein. Ils ont lâché prise quand même au niveau défensif. 3 buts encaissés en 13 minutes. Oui, mais c'est pas la première fois cette saison. Ils avaient partagé avec West Ham, notamment ces dernières semaines. Il y a eu quelques matchs aussi où on peut parler de turbulence, de trou d'air pendant un match. Donc voilà, il y a Gueye qui est arrivé au mois de janvier, mais défensivement, il y a quand même des lacunes depuis le début de la saison. Alors voilà, après la première mi-temps, on se disait que City allait sans doute se promener et marquer plusieurs buts. Il y a une grosse réaction d'Everton et dans le combat physique, City a quand même été plus que bousculé. Donc voilà, c'est une demi-surprise, on va dire, de voir City qui a quand même été chercher à la 97e minute un partage. Hein. Donc ils ont quand même presque sauvé l'essentiel en fin de match, mais c'est une demi-surprise de voir finalement City perdre des points à Everton. Oui, oui, on en avait parlé de ce déplacement, Antoine. Mais il faut se dire en plus qu'il y a quelque chose de différent dans la fameuse course au titre de City qu'on a connue sur les 5 dernières années. C'est que cette année, City est l'équipe qui a le plus perdu de points alors qu'il menait depuis 2026. Donc d'habitude, City, quand ils étaient en mode rouleau compresseur, c'était à domicile, on met 3-4 goals et c'est réglé. À l'extérieur, 0-1 et puis on fermait boutique. Et il n'y avait plus ces erreurs, justement, on faisait le gros dos. Cette année, justement, ils n'arrivent pas à faire ça parce que voilà, il y a ces petites erreurs individuelles, ces petites décisions. Parce qu'ils font des fautes. Ils font des fautes directes. Alors celle de Gueye, indirecte. Ouais. Le premier but, un défenseur central qui laisse bondir le ballon et qui court vers son but, c'est mort. Ouais. Et donc ils font des erreurs, oui. Bon, quelle a été la réaction de Pep Guardiola après ce partage à Brentford? On l'écoute, l'entraîneur de City. I said how good they are, how they fought all the time, and Brentford recover and go for them. And after Crystal Palace and FA Cup final, and game by game will happen with everyone because the guys who came for the bench they make a very good things and see what happens. Better effort cannot be possible. The message is the same like the day before. So have 5 games left, 4 games now, lose the finals, win the games. So that is the same message, and we play for that. Even the difficulties for many reasons, we do that. Pep, what did you make of Michael Keane's challenge in the second half? What can I say? Yellow card. Do you think it In should 30 have been a red? seconds, Doku out, waiting to come back. Do you think it should have been a red? It's not my job. Là, on peut le comprendre quand même, à un moment donné. À un moment donné, c'est rouge, vous êtes d'accord? C'est rouge. On est d'accord. C'est pas la C'est première rouge. fois en plus sur deux coups. Serge, c'est rouge. Rouge. Enfin non, c'était jaune pendant le match. Oui, mais bon, ok, d'accord. Mais écoutez, je sais pas, si ce tacle-là, à un moment donné, ne met pas en danger l'intégrité physique du joueur, quel tacle va le faire? Il prend le ballon, on est d'accord. En fait, ce serait pas mal aussi qu'on ait des séquences comme on a en championnat de Belgique, où on voit les arbitres du VAR discuter. Enfin, ça arrive, mais c'est très rare en Angleterre. Parce que là, on se demande quel argument est-ce qu'ils ont trouvé pour ne pas donner rouge, en fait. Parce qu'effectivement, ils jouent pas le ballon, ils coupent le joueur en deux. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais tu seras d'accord avec moi que le VAR, on comprend plus rien. Non, non, Même sur ça, non. quand il y a des règles, enfin voilà, bon, peu importe, moi j'ai même pas envie de m'engouffrer dans cette brèche-là. Non, non. C'est comme ça reste une manière D'intimider l'adversaire. Oui, mais ça reste une manière. Enfin, je sais pas, vous avez vu, enfin, aujourd'hui, il y a des trucs qu'on voit, hier, le match de Ligue des Champions, on voit des fautes à un moment donné, les mecs s'accrochent les uns aux autres comme des dingues, etc. Enfin, je dis, on siffle pas. C'est étonnant dans un match qu'on peut parfois dire ça, on siffle pas, ça, on siffle. On a l'impression que c'est un peu du jackpot, hop, on lance, Ouais, c'est un peu on ça. lance les dés, et puis une fois oui, une fois non. Maintenant, pour Doku, c'est la 3e fois quand même cette saison. Parce que moi, j'ai noté, je me suis souvenu, et vous vous souvenez sans doute aussi, Dalot. Ouais.
sur Doku avec Manchester United. Mosquera, lorsque City joue contre Wolverhampton. Et alors, je me suis fait une réflexion aussi. Wolverhampton-Sunderland, je ne sais pas si vous avez vu les images ou le résumé ou la rencontre. Ballard de Sunderland prend une carte rouge parce que dans un duel, il accroche, mais légèrement. Mais c'est ça, ce que je suis en train de dire. Le bout des dreadlocks je ne voulais pas rentrer dans le détail, mais c'est oui, mais c'est tous des trucs comme ça qui n'ont aucun sens. Bref. Voilà, mais bon, après, voilà, ça sert à là, rien de s'engouffrer dans cette brèche. De toute façon, des joueurs pareils, il faut les protéger. oui, enfin moi je retiens qu'il a marqué 2 buts extraordinaires et qu'il met 4 buts sur les 6 derniers matchs et puis voilà, et que pour la Belgique. Mais justement, Voilà. on va voir les stats de Doku parce que ce qu'il fait à l'heure actuelle, c'est quand même exceptionnel. 2 buts splendides. On en parle presque chaque semaine. Hein. Il a atteint vraiment un niveau. Et maintenant, il a des stats. Pied droit, pied gauche. Hein. Pied droit, pied gauche. Et maintenant, il a des stats. Il commence à tirer au but. Ouais. Plutôt que de dribbler et chercher, marre de les donner à Haaland. Et chercher ses équipiers qui ne sont pas toujours là non plus. Donc voilà, il prend ses responsabilités. Et... Comme quoi, on se bonifie à n'importe quel âge, non? Ouais, enfin, il est encore le travail paye. Oui, non, mais c'est le travail paye, c'est-à-dire que sa marge de progression est encore grande. Mais là, aujourd'hui... C'est le meilleur joueur de Première Ligue à l'heure actuelle L'un des meilleurs. Le meilleur, toujours compliqué, parce que c'est pas les mêmes postes, etc. Mais oui, d'office. À son poste. Ok, d'accord. Bon, City accueille Brentford avec évidemment l'obligation de gagner. Alors attention quand même à cette équipe de Brentford parce qu'elle est 7e. Elle est à un petit point de la 6e place et Brentford reste sur une victoire 3-0 face à West Ham. C'est une équipe qui est gonflée à bloc pour l'Europe. Et c'est un club aussi, on va le voir avec l'infographie, c'est un club qui depuis des années travaille bien et qui travaille dans la continuité et où il y a de la stabilité. Hein. On parlait du jeune Fourreau tantôt. En fait, c'est marrant parce que c'est vraiment typiquement un profil pour anticiper le départ de Igor Thiago, qui risque de partir s'il continue à mettre des stats comme ça. Et en fait, Brentford, c'est typiquement le club qui, chaque saison, doit anticiper et doit faire face à des joueurs, Mbeumo, Ivan Toney, Wissa, même derrière, Benny et compagnie. C'est des joueurs qui partent, qui ramènent de l'argent. On fait venir des profils moins connus. Mais qui font le travail, donc c'est remarquable en fait. Ouais. Ben, il faut souligner alors le travail de la direction très certainement et le travail de Keith Andrews aussi, hein, parce qu'il a fallu recomposer une équipe avec, comme tu le disais, Mbeumo, Wissa, Norgard qui sont partis. Il a pris la succession de Thomas Frank. Serge, tu en penses quoi toi? Il fait du bon boulot quand même, Keith Andrews là, parce que on rappelle que la saison dernière il était dans le staff de Thomas Frank en tant que responsable des phases arrêtées. Pas mal ce qu'il fait quand même. Ouais. Et l'anecdote, c'est que Brentford marque moins sur phase arrêtée cette saison, mais fait une saison exceptionnelle. Hein. Ce sera la meilleure saison en Première Ligue. Je pense même qu'il peut être candidat au titre de manager de la saison, tout simplement, parce que même si Bournemouth est 6e et Brentford est 7e, je pense que la grosse surprise cette saison sont vraiment les Bees, avec les départs, comme vous en avez parlé, avec aussi le fait d'avoir un manager qui n'avait aucune expérience à ce niveau-là. Et franchement, moi qui suis beaucoup les médias anglais, en début de saison, Brentford était quasiment pour tous les analystes, pour tous les consultants, une équipe qui allait descendre et finalement, ils vont jouer l'Europe. Et qui sait, hein, parce qu'il y a un scénario où la 6e place peut être qualificative pour la prochaine Ligue des Champions. Donc, allez savoir, hein, si Brentford ne sera pas en Ligue des Champions la saison prochaine, ce serait extraordinaire en tout cas. C'est ça. Si Aston Villa termine parmi les 5 premiers et gagne l'Europa League, c'est ça, Serge? Exactement. C'est exactement le scénario qui permettrait à la 6e place donc d'être qualificative pour la Ligue des Champions. Bon, il y a un homme clé évidemment dans cette réussite. On en a beaucoup parlé déjà dans cette émission, mais on doit en reparler. C'est Igor Thiago, 22 buts, 2e buteur de Première Ligue derrière Haaland qui lui en a 25. Ok, il y a 8 pénaltys pour Thiago, mais il faut les mettre. On va voir ses stats et ses références cette saison. C'est fantastique pour quelqu'un qu'on a aussi connu chez nous. Un but, c'est un but. Hein. Donc, oui. Donc, non, il a des qualités. Ouais. Il est embêtant à défendre. C'est typiquement l'attaquant qui donne des petits coups, qui court partout. Enfin, il va pas forcément chercher la profondeur, mais il doit être difficile à défendre et en kikinant. Voilà, c'est ça. Et bon, après, c'est un peu à l'image du Brésil actuellement. On est un peu moins... C'est pas parce qu'on est brésilien qu'on est technique. Mais voilà, il est efficace et il marque. Wow. Alors, ancien du club de Bruges aussi, il a connu une saison pourrie la saison dernière parce qu'il a été tout le temps blessé. Et il a connu, donc ici, lors du dernier rassemblement du Brésil, ses premières sélections. On va rapidement revoir ces images de la famille parce qu'on les a déjà vues, mais c'est tellement chouette ça.
Ça, c'est l'émotion vraiment de la famille, la maman, le papa, quand le fiston connaît ses premières sélections avec le Brésil. Je trouve ça magnifique. Il a marqué un but, donc il a joué contre la France, participé aux rencontres contre la France et en amical contre la France et la Croatie. Il marque un pénalty encore avec le Brésil, fabuleux. Bon, on verra s'il sera à la Coupe du Monde, mais il a toutes ses chances quand même, non? Ça peut dépendre un peu de Ah, Neymar, oui, peut-être. Il oui. faut voir si Neymar sera capable de revenir physiquement ou pas, puisque c'est ce qu'Ancelotti lui a mis comme consigne. Je ne te prends pas si tu n'es pas prêt physiquement. Et donc, dans ce cas-là, lui pourrait en profiter. Voilà. Ou à la place de Richarlison, ou on verra bien. Soyons honnêtes, ça aurait été impensable il y a quelques années que Igor Thiago soit sélectionné avec le Brésil, mais bon, voilà. Oui, mais c'est quand même le couronnement d'une fantastique progression. Bon, ben voilà, on verra ça un petit peu plus tard, la sélection de la Seleção. L'autre match qui concerne la course au titre, évidemment, West Ham-Arsenal. À nouveau un derby pour les Gunners, un déplacement difficile évidemment parce que West Ham est à nouveau relégable suite à sa défaite à Brentford et donc les Hammers vont certainement jouer avec le couteau entre les dents. Mais la question, vous avez déjà un petit peu répondu à ça tout Attention, à c'est l'heure. pas facile avec un couteau pendant tout un match. mais est-ce que cette qualification pour la finale va transcender les Gunners? Vous avez déjà un petit peu répondu à ça. Moi, je pense que oui. Oui, en fait, c'est marrant, je me suis revenu quelques semaines en arrière. Je pense que la défaite en fait à City a pas fait que du mal, dans le sens où il y a un petit peu une pression qui est retombée côté d'Arsenal. On s'est dit, OK, maintenant on va travailler calmement dans notre coin. Et là, maintenant, avec l'euphorie, et puis de toute façon, même, il y a pas, entre les deux équipes, il n'y a pas photo. Non, mais si tu as encore ça en tête, ils perdent, mais ils jouent très bien et ils ne méritent pas de perdre. Contre City. Ah oui, tout à fait. Oui, Mais c'est juste que, je veux dire, dans la tête, c'est soudainement City qui était redevenu le favori et tout le monde se disait Arsenal va encore Dans la tête, je planter ne et sais tout. pas. Dans la presse. Dans la On va dire ça presse, comme ça. dans le, On a voilà. tous Les influenceurs. Oui, on a tous un peu eu des avis pareils. Mais du coup, là, maintenant, City, Arsenal. ils sont focus et à mon avis, oui, la victoire hier en Ligue des Champions va les booster. Ouais, Et, je pense aussi. voilà. Après, ça reste la première ligue. Une décision arbitrale où une erreur est vite arrivée, mais voilà, s'ils sont appliqués, qu'il n'y a pas... Attention à l'euphorie, oui. C'est leur saison. Aussi. C'est leur saison. Attention oui, Serge le sait. Serge l'a dit depuis le début de la saison. Exactement. Serge Je tiens à martèle souligner ici en plateau, c'est la saison d'Arsenal. Ouais, et comme il le dit depuis 4 ans, à un moment donné, il fallait pas... Il a raison. Il y a une chose en tout cas, je trouve qu'Arsenal devrait refuser de jouer au mois d'avril à partir de la saison prochaine. C'est vrai qu'on est en mai maintenant. Et voilà, au mois de mai, tout devient merveilleux. Après, voilà, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que la défaite à City, ça a été vraiment le déclic où finalement tout le monde a dit, comme d'habitude, City va gagner. Donc Arsenal est passé de chassé à chasseur. Et ils ont finalement enlevé la main du frein à main et on a vu ce que ça donne. Ils ont franchement été impressionnants face à Fulham en première période. Je trouve qu'ils font un match très très solide hier face à l'Atlético Madrid, même si tout le monde dit que le PSG, le Bayern, voilà, le match aller était hors norme et tout le monde dit que c'est le favori. Attention, sur un match tout peut se jouer. Et je suis d'accord avec vous aussi, le match à West Ham est décisif s'ils parviennent à s'en sortir là. Et à gagner, voire même un partage, je pense que derrière, ils vont pouvoir dérouler sur les 2 dernières rencontres. Donc attention quand même, West Ham va jouer sa survie, va jouer à domicile et franchement, ils sont très très mal embarqués. Donc ils vont se battre sur chaque ballon. Donc ça va être un gros duel en tout cas ce dimanche. C'est ce que je disais, ils seront avec le couteau entre les dents. Ouais. L'élément clé, je trouve, de cette équipe, moi, parce qu'ils m'ont encore impressionné hier, c'est les 2 défenseurs centraux. Moi, je trouve que vraiment, quand cette paire-là fonctionne bien, l'équipe tourne bien. Ouais. Et alors, la présence de Declan Rice au milieu, c'est une machine, ce mec. Voilà, Serge veut dire un mot. Oui, je vois qu'il veut intervenir. Serge. Plus dire, c'est vrai que tout le monde parle du Bayern du PSG. En Ligue des Champions, Arsenal, c'est 6 buts encaissés sur toute la saison. C'est 1 de plus que le Bayern au match aller au PSG. Je dis ça, je dis rien. Ouais, et puis Arsenal a battu le Bayern. En Ligue des Champions, 3-1 en phase de Ligue. 3-1, et puis ils ont battu et ils ont perdu face au PSG la saison dernière, mais c'est Donnarumma quasiment qui avait qualifié le PSG, donc la finale, ça va être passionnant. Oui, et puis Arsenal a montré aussi cette saison qu'il savait être moche. C'est plus trop le cas ces dernières semaines, mais ils savent être moche et défendre et faire le gros dos quand il faut, donc... Voilà, si c'est comme ça que ça doit passer face au Bayern ou au PSG, ils le feront et même si Serge, il y avait penalty hier sur Griezmann, il y a penalty.
Oui, il peut y avoir carton rouge face à. Mais il y en a un autre, Sudoku. mais il y en a un autre, il y en a un autre, il y en a un autre de l'autre côté aussi. Il y a un penalty sur Trossard aussi. C'est un carton rouge au moment où Gyökeres se libère et puis qu'il a arrêté alors que le chemin vers le but était ouvert. On peut passer. On peut faire une émission après chaque week-end et parler des décisions arbitrales à partir du moment où ça a été décidé. D'ailleurs, j'ai trouvé les propos de Simeone après très classe parce que je pensais qu'il allait se déchaîner. Finalement, non, il a dit que Arsenal était la meilleure équipe contre qui ils ont joué cette saison. Donc, chapeau à son fair play en tout cas. Ouais, grosse prestation, c'est vrai, d'Arsenal. Victoire 1-0. Alors, Arteta, et ça pouvait peut-être surprendre, a aligné exactement la même équipe que lors de la victoire contre Fulham. On écoute justement la réponse d'Arteta à ce sujet. If you see my iPad, the amount of lineups that I've done and put it and change it and turn it again and what about this and freshness and the possible subs and if they do that, we do this. At the end, it was my gut feeling. And I had such a good feeling for what I saw a few days ago against Fulham that I said, I need to do that. It was painful because it's always difficult to leave important players out because they all want to be involved and start these kind of games. But you saw all the finishers, the manner that they got into the pitch and how much they helped the team. The atmosphere that our supporters created, the energy, the way they lived every ball with us, it made it special and unique. I never felt that in the stadium. And we knew how much it meant to everybody. We put everything. The boys did an incredible job. And after 20 years and for the second time in our history, we are back in the Champions League final. Il est un peu sur son petit nuage, mais c'est normal. Il a donc aligné contre l'Atlético la même équipe que contre Fulham. Bon choix pour le match contre Fulham et pour le match contre l'Atlético. C'est un très bon coach et à mon avis il y a une partie de feeling aussi. Il sent que, comme il l'a dit, il devait aligner les mêmes joueurs qui ont répondu présent et puis il sent aussi peut-être que vu la situation, vu l'engouement qu'il y a dans le groupe, que tout le noyau est prêt à suivre, même si c'est le même joueur. C'est interchangeable. C'est quelque chose qu'il a... Et sur la fin de match, d'ailleurs, quand on voit tout cet état d'esprit, on se dit il y a un état d'esprit positif. Hein. Et du coup, il a expliqué justement par ailleurs, après le match, qu'il avait été presque s'excuser auprès de chaque joueur en lui disant, voilà, désolé, je remets le même 11 que contre Fulham, tu joues pas. Et il a expliqué que tous les joueurs lui avaient dit en mode, allez, boss, pas de souci, on est là quand tu as besoin. Quoi. Donc vraiment, on sent qu'il y a quelque chose. Lui, il doit le sentir aussi. Il sait qu'il peut compter sur son 11 et sur les 13, 14, 15. Donc, Et comme je dis depuis plusieurs semaines, son visage est moins dur que les autres années. Moi, ce qui me dérangeait chez lui, c'était ce visage dur, parfois froid, parfois un peu, voilà. Et donc là, je le trouve, je suis, voilà. Je suis d'accord avec les déclarations de Serge depuis 4 ans, ils vont être champions. Mais il a choisi de sélectionner à la fois pour Fulham et pour l'Atlético, notamment Lewis Kelly. Serge, ça c'était quand même la surprise du chef. Lewis Kelly dans l'équipe, parce que je ne vais pas dire qu'on l'avait oublié, mais il était quand même mis un petit peu de côté, et puis pas aligné à l'arrière-gauche, mais dans l'entrejeu. Ça t'a surpris, toi, qui lis véritablement dans les pensées d'Arteta? Ou presque. C'est peut-être la différence, c'est qu'il est revenu à quelque chose qui ressemble plus à du feeling, à une façon, parce qu'on sait qu'Arteta, voilà, c'est très carré, c'est des datas, c'est de la psychologie de groupe. Et là, il a suivi son feeling. Alors, Lewis Kelly, c'est quand même un joueur d'entrejeu, c'est un milieu de terrain de formation qui avait été replacé à l'arrière-gauche. Donc oui, je pense que ça... Après, il faut dire que Zubimendi, il a joué tous les matchs quasiment cette saison, il est sans doute un petit peu cramé, mais avec Lewis Kelly, il y a cette possibilité de jouer plus dans la verticalité, d'aller chercher plus de ballons devant, parce que c'est peut-être aussi parfois le défaut d'Arsenal, c'est de vouloir faire 50 passes avant d'arriver jusqu'au rectangle adverse. Là, il y a un petit peu plus de jeu direct, aussi le fait de remettre Calafiori à l'arrière gauche, pour un petit peu donner plus d'élan offensif. Trossard qui a l'idée d'entrée, qui fait un super match, franchement, d'ailleurs, il y avait penalty sur lui aussi. Le retour de Saka, ça il faut pas oublier, Saka qui a été blessé plusieurs fois cette saison, qui n'était pas à 100% et qui revient à 100% au meilleur moment, un petit peu comme d'autres joueurs. Donc voilà, oui, exactement. Même si Timber est absent et il a été très bien remplacé par White aussi, qui a aussi cette manière de pouvoir aller justement apporter quelque chose aux côtés de Saka offensivement. C'est un retour à l'essentiel et c'est peut-être ça qui permet justement, et je le répète encore, d'avoir enlevé cette main du frein à main qui semblait être le cas pendant tout le mois d'avril. À propos de Miles Lewis Skelly, pour revenir sur lui, belle réussite évidemment, il a fait 2 gros matchs. On va l'écouter à l'interview et écouter sa réponse à la question: quand a-t-il appris qu'il allait jouer contre Fulham et en plus dans l'entrejeu?
To be honest, just in the change room before the game, so, you know, when I saw the team sheet, I was like, I had to scratch my head a little bit. But inside, I was buzzing. But yeah, I'm glad for the manager and the team for putting their trust in me. But you've got background in that. I mean, that's where you played before you broke into the Arsenal first team. I learned my trades, and it felt so natural out there, just playing freely and just, you know, being the best version of myself. So yeah, it was really, really special for me today. It was just coming in and making sure that I'm the best version of myself. That's something that I don't take lightly, you know. Before the game, you know, recover right, eat well, sleep well, so, you know, control all my controllables, and, you know, when you get into the game, just express yourself. So yeah, I'm glad I was able to do that today, and we keep going. Il n'a que 18 ans, hein, et on va voir les images. Il y a vraiment Arteta qui l'a enlacé très très chaleureusement après le match. C'est pas facile sa saison pour lui, hein. Ça avait été une des révélations de la saison dernière, et là il a dû quand même patienter beaucoup, donc je trouve qu'il répond présent, et en plus de son jeune âge, il semble avoir une tête quand même bien faite, parce que répondre à une interview comme ça, être aussi fluide dans ses propos, donc je trouve vraiment j'aime bien les Belle gars, réussite, j'aime bien. Polyvalent, jeune, intéressant, intelligent, posé, pas mal. Il y a un autre joueur dans ce match contre Fulham qui s'était illustré, c'est Victor Gyökeres, 2 buts. À la base aussi du but de Saka hier quand même contre l'Atlético. Alors une petite info par rapport à laquelle je voulais vous faire réagir. Gyökeres, il a marqué 14 buts en Première Ligue, ce qui est quand même un total tout à fait intéressant, pas toujours titulaire, mais quasiment tous contre les équipes de deuxième partie de tableau. Une explication ou pas? Les défenses de première partie de tableau sont meilleures, tout simplement. Oui, c'est une réponse tout à fait logique. Après, je pense que c'est un bon attaquant. On s'est beaucoup moqué de lui parce qu'il a coûté cher, parce qu'il est arrivé, il sortait un peu de nulle part. En vrai, c'est un bon attaquant. Il met ses buts, il est un peu brut de décoffrage. C'est pas forcément ça qu'on attend, mais voilà, ça reste un très bon attaquant. Et voilà, un profil qu'ils n'avaient pas avant. Un profil qu'ils n'avaient pas. Il n'est pas vieux, il peut encore se bonifier. Bien sûr. Après, techniquement, voilà, on sent. Je veux dire, c'est comme un gars comme Alan, par exemple, à City, on sent que c'est jamais avec leur technique qui feront la différence, mais dos au but, Gyökeres est meilleur qu'Alan, par exemple. Rapidement, un mot sur Trossard, bon, qui est revenu en boulet de canon, lui, parce que ça faisait un bout de temps qu'il ne jouait plus ou quasiment plus. En fait, dans le match contre Fulham, il a encore 1 ou 2 déchets parfois là au milieu quand il vient entre les lignes, etc. Hier, il n'a pas de déchets dans le match, 0 déchets. Il a tout réussi. C'est parce que, c'est la frappe sur le but, c'est lui. Oui. Les 2 passes de l'extérieur du pied là qui donne en deuxième mi-temps, enfin non, franchement costaud. Ouais, un assist pour Gyökeres magnifique. But effectivement annulé de Calafiori, un crochet, un centre génial, super aussi forcément pour notre équipe nationale. Voilà. Bon, il joue à gauche comme Doku, donc il faudra quand même qu'il y en ait un des deux qui se sacrifie pour le coup en équipe nationale. Oui, enfin bon. On verra. Mais c'est chouette, oui, évidemment, c'est génial. Mais... C'est West Ham, évidemment, qui accueille Arsenal dimanche. Cette équipe qui avait 7 points de retard sur le premier sauvé en janvier. Et puis les résultats sont enchaînés. West Ham est sorti de la zone rouge, mais même maintenant, West Ham est à nouveau de la zone rouge à cause d'une défaite 3-0 à Brentford. Et puis parce que Tottenham s'est enfin réveillé et a gagné 2 matchs d'affilée. 18e à 1 point d'Arsenal, Serge l'a dit, hein, c'est chaud pour eux quand même. Hein. C'est chaud, surtout quand on voit le calendrier. Si on compare le calendrier de Tottenham et de West Ham, ça va être très compliqué. Surtout que Tottenham, même si ils ont une saison compliquée, sur le terrain, il y a plus de qualité. Donc ils sont capables, ils vont encore jouer Chelsea, ils sont capables de faire la différence. Là où West Ham est peut-être plus dépendant de l'équipe adverse et du bon vouloir aussi, ou du manque de concentration de son adversaire. Donc, ce qui ne sera déjà pas le cas contre Arsenal. Je te corrige, c'est 1 point de Tottenham, pas d'Arsenal. Tu as dit d'Arsenal. Ah ouais, non, là, ils sont beaucoup plus loin, effectivement. 1 point de Tottenham. Bon, pour West Ham, honnêtement, moi, j'ai commenté le match face à Brentford. Ils méritaient mieux. Ils ont 3 ballons sur le cadre. Ils ont 1 but annulé pour 2 fois rien pour ça de Mavropanos, but de la tête, un peu la poisse. Mais défensivement, ça, c'est vrai que c'est quand même un peu limite. Alors, on va écouter Nuno Espirito Santo, l'entraîneur de West Ham, après la défaite face à Brentford. Of course it means. I think, like I said, the first half was positive. In a tough playing against a very good team, against a tough team, and the way we play was positive. So let's look at things that we didn't do well, but more than anything is about us sticking together and helping each other more than ever. And our fans against Arsenal at the London Stadium, we're going to need them because we are in the fight, still 3 to go.
Yeah, recently we've been able to always react from a setback during the game. Today was not so. Pas de réaction, effectivement, à Brentford. Il va en falloir une réaction face à Arsenal. Et lors des 2 autres matchs, tu parlais du programme. On va justement le voir ensemble, le programme des équipes qui sont concernées par le maintien. 6 points d'avance pour Nottingham sur West Ham. En principe, Nottingham sera toujours en Première Ligue la saison prochaine. Pour le reste, ton avis à toi, Serge? Tottenham, West Ham, compliqué la situation de West Ham quand on voit le programme, hein. Ouais, ça va être très très compliqué. Et, je sais pas, on connaît quand même Nuno Espirito Santo depuis plusieurs années en Première Ligue. J'ai pas l'impression qu'il soit très positif. On l'a vu notamment sur le banc du côté de Brentford. Il sait que la situation est compliquée. Voilà, va falloir se battre, mais je ne suis pas sûr que West Ham ait vraiment les armes, surtout que Tottenham maintenant a trouvé un autre rythme. Ça va être très très compliqué pour les Hammers, effectivement. Et par contre, pour Nottingham, je pense que c'est fait. 6 points d'avance sur West Ham, il reste 3 matchs. Ça va se jouer vraiment entre West Ham et Tottenham, et West Ham est vraiment vraiment dans une position difficile. Ouais, Tottenham a 2 matchs sur 3 à domicile. Bon, même si à domicile ça n'a pas été bon cette saison. West Ham a 2 matchs à l'extérieur et une différence de but défavorable aussi, hein. Donc ça joue évidemment. Bon, voilà, on verra. Toujours en Angleterre, parce qu'on va terminer ce chapitre anglais. Juste rappeler une chose, qu'après Coventry, on salue aussi le retour de Ipswich en Première Ligue. Le supporter numéro 1 d'Ipswich, c'est Ed Sheeran. Ah, tu le sais. Ben voilà, il était Ma là. femme est fan. Donc. Pardon? Ma femme est fan d'Ed Sheeran. Ah, bah alors forcément, c'est pour elle. Alors, mais c'est dans un vestiaire. Allez, on rappelle qu'Ipswich était descendu la saison passée, hein. Et Ipswich se classe 2e donc et remonte en Première Ligue. Ouais. Bien, non? Non, c'est chouette, moi j'aime bien les images comme ça, je trouve ça. Ah, je croyais que tu allais dire que tu aimes bien Ed Sheeran aussi. Oui, enfin je sais pas, mais ma femme n'est pas fan. Allez, Serge, fan de... Non, toi tu n'es pas fan d'Ed Sheeran, c'est plutôt la musique brésilienne, non? Mais je voulais dire que le 2e fan le plus connu d'Ipswich s'appelle Fabio Wardley. C'est un champion du monde poids lourd de boxe et qui fait un gros combat justement ce week-end à Londres. Voilà, c'était juste pour l'anecdote. Mais il est quand même champion du monde poids lourd. Bon, okay. D'accord. J'ai une question à poser à Serge. Vas-y. La barbe, c'est pour Roy Keane, c'est pour... c'est qui? C'est... Je ne sais pas, moi je trouvais que ça ressemblait plus à la barbe de Nuno Espirito Santo. Ouais, on est entre Roy Keane, Espirito Santo, on est un peu... Voilà, c'est... Oui, c'est son commentaire. L'important, c'est que ça lui aille. Et tout lui va, évidemment, à Serge. Bon, ok, allez Serge, on arrête de charrier et on va te laisser ici, hein, on termine le chapitre anglais avec toi. Et voilà, tu seras donc du côté de Enfield ce week-end. C'est toujours gai quand même d'aller là-bas, hein. Ça reste quand même l'un des temples. Ouais, ma barbe, on sera à Enfield ce week-end, effectivement. C'est Jean-François qui a commencé. Ouais, mais bon, c'est parce que tu l'as dit en avant. Quoi? Ça fait 4 mois qu'il nous dit que Manchester City sera champion. Donc alors ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Écoute, tu peux réécouter les émissions de toutes ces dernières semaines. Non, ça fait un moment que je dis que ce sera Arsenal. C'est pas juste. Les autres années, je suis d'accord avec toi, mais pas cette année. Bon, allez, vous téléphonez après l'émission, hein, vous en discutez. On va... Salut Serge, à bientôt, merci. On va regarder ensemble le programme, évidemment, des matchs de Play Sport. La Première Ligue sur Play Sport. Liverpool, Chelsea avec Serge donc, Sunderland, United. Tout ça, c'est samedi. City, Brentford, bien sûr. Et puis, le lendemain, dimanche, Nottingham, Newcastle, West Ham, Arsenal, très très important, tout comme Tottenham, Leeds, ça aura lieu lundi et ça, ce sera important pour le maintien. On passe à présent à notre chapitre allemand. Quels sont les Belges qui se sont illustrés ce week-end en Bundesliga? Un petit assist pour Deman avec le Werder Brême qui est 2e. Et puis Arthur Théat est de nouveau sur le banc. C'est bizarre parce qu'il est titulaire tout le temps. Et puis là, voilà, il a perdu sa place. Ça arrive, hein. Ouais, je verrai ce week-end, parce que vendredi, c'est Dortmund-Francfort. Je verrai s'il joue ou pas, puisque je commente le match.
On verra bien. Je note quand même que Hambourg est sauvé définitivement avec Sambi. Sambi qui joue, qui est revenu de blessure. C'est ça. Théâtre, visiblement, ça va pas fort avec son entraîneur, donc c'est pas très encourageant pour la Coupe du Monde. Ouais. S'il Ouais, joue il plus arrivera d'ici là. frais. Il arrivera frais, ouais. Peut-être en manque. Petit manque de rythme ou d'enchaînement, en tout cas. De rythme, c'est vrai. Bon, sinon, en Allemagne, en attendant, bien sûr, la demi-finale retour de Ligue des Champions entre le Bayern et le PSG ce mercredi soir, c'est toujours la lutte pour le top 4 qui est le principal centre d'intérêt. Week-end dernier, le Bayern Leverkusen a vraiment fait la toute bonne opération. Victoire 4-1 contre Leipzig, tandis que Stuttgart et Hoffenheim ont partagé 3 buts partout. D'où la question... la Ligue des Champions en Allemagne va-t-elle se jouer à la différence de but? Parce que Leverkusen, Stuttgart, Hoffenheim, tout le monde a 58 points. C'est fabuleux, ça. Ce qui est marrant, c'est quand on regarde le tableau, ils ont le même nombre de points. On va le voir. Ah oui, le tableau. Ah ben voilà. Même nombre de points, quasiment même nombre de buts marqués. Enfin, c'est un truc, c'est très très étonnant. Ça va se jouer sur le fil, quoi, vraiment. Incroyable, ouais. Et comme c'est l'Allemagne, c'est impossible aujourd'hui de dire qui terminera 4e parce que ça va dans tous les sens. On l'a vu avec Leverkusen qui a perdu il y a 2 semaines à Augsburg, je pense, et puis qui écrase Leipzig le week-end dernier. Enfin bref. C'est fou en Allemagne aussi. L'Angleterre, c'est chaud. L'Allemagne... Stuttgart, qui est en déconfiture totale, on l'a vu sur le tableau maintenant, qui prennent combien? J'ai plus le tableau en tête, mais je crois que c'est 5 points... ce qu'on vient de voir maintenant, c'est 5 points sur 15. Stuttgart. 3, je pense. Non, 5. C'est 5, 8 et 12, voilà. Je ne sais plus. Enfin, bon. Ah non, mais entre parenthèses, sont qualifiés pour la finale de la Coupe d'Allemagne. Mais bon, c'est un finish incroyable. On n'a pas mis sur le tableau, on n'a pas mis Leipzig qui n'est pas encore qualifié définitivement pour la Ligue des Champions, mais qui est quand même 3e avec 4 points de plus que les autres. Donc on s'est vraiment centralisé sur ces équipes-là. Rappelle aussi que la 5e place, rappelle chaque semaine presque, pourrait être qualificatif pour la Ligue des Champions, mais c'est pas sûr. On saura quoi jeudi, non? On saura quoi? On y verra plus clair. Après les matchs d'Europa League. Après les matchs d'Europa League et de Conference League, on y verra plus clair. Après, il y a les finales, etc. Mais c'est très, très chaud entre l'Espagne et l'Allemagne. C'est important, évidemment, pour les fins de championnat de Liga et de Bundesliga. À propos de Stuttgart et Leverkusen, un petit coup de chapeau quand même à Patrick Schick. Il a marqué 3 buts avec Leverkusen contre Leipzig. Tu te rappelles, Jean-François, la semaine dernière, on avait dit que ce match-là serait un duel d'attaquants entre Schick et Diomandé. Ça a été le cas, mais il a vraiment tourné à l'avantage de Schick. Ouais, Schick est un vrai numéro 9. Diomandé est un joueur de flanc. Donc voilà, on avait un peu joué avec la comparaison parce que c'était les 2 gars en forme. C'est ça. Donc oui, mais Schick, c'est un vrai buteur. Un bon joueur. Partout où il passe, partout où il est passé, il a été blessé, je pense, pendant toute une saison. Mais sinon, il marque. Il n'aurait pas pu franchir un cap supplémentaire dans un club encore un peu plus huppé? Si, peut-être. Mais qu'est-ce que c'est un club plus huppé que Leverkusen? C'est soudainement un top club anglais, là, peut-être que. Pour le top, alors, si c'est ça la question, pour le top, c'est peut-être. Un peu juste. Enfin, en tout cas, pour jouer autant qu'à Leverkusen. Il ne ferait pas de mal à Tottenham, par exemple, je pense. Non, il y a beaucoup de monde qui ferait pas de mal. Ils en ont 4. Oui, non. On a 5e. Attention, oui. Un 5e qui est meilleur que les autres. Attaquants, ils en ont beaucoup. Oui, mais bon, pas des qui marquent. Richarlison, oui, c'est un bon attaquant, je suis d'accord. Mais Colomboigny, international français. Richarlison, international brillant. Mais si on veut quelqu'un qui marque 15-20 buts sur la saison, c'est peut-être Schick qu'il faut aller chercher. Il y en a beaucoup, c'est vrai. Mais tu as raison, il ferait peut-être pas tâche. Non, on verra. Non, on est d'accord. On verra la suite de Patrick Schick. Bon, en Allemagne aussi, on connaît désormais le premier montant. On s'y attendait, c'est Schalke 04 qui remonte en Bundesliga 3 ans après l'avoir quitté. Alors, il y a quelques instants, on était dans le vestiaire d'Ipswich. Bon, on va aller dans le vestiaire de Schalke. C'est quand même un grand club d'Allemagne aussi. C'est pas la même ambiance. Il y a des bières aussi, là. En termes de popularité, je pense qu'en Allemagne, c'est le 3e ou 4e club d'Allemagne. Il y a le Bayern, il y a Dortmund. Oui, il y en a beaucoup. Non, Schalke, en termes de notoriété de supporters, etc., c'est vraiment là. Et il faut se souvenir quand même que les gars, quand ils descendent de Bundesliga en 2e division, ils ont connu encore... Ils étaient mal en point, les mecs. Ils étaient vraiment pas bien. Donc là, ce qui s'est passé là-bas,
Ils ont essayé beaucoup de choses avec beaucoup de directeurs sportifs. Carole Gerhardt, c'est passé avec par là. Marc Wilmots qui était là d'ailleurs avec lui. Ouais. Enfin, tout ça a été dur. Pourtant, c'était quelqu'un de la maison, etc. Mais, donc, il a fallu réenclencher quelque chose. Alors quoi, c'est exactement, j'en sais rien, parce qu'on n'est pas dans les arcades du club. Mais ce qu'ils ont réussi cette année, c'est un beau retour. La belle histoire, c'est Edin Dzeko, qui est presque pensionné, mais qui va du coup retrouver le haut niveau avec Schalke. Et donc, pour la petite histoire, c'est une autre ambiance que Ipswich, mais ils sont partis fêter le titre à Marbella, je pense. Il y a des images qui circulent où on les voit. On voit toute l'équipe sur un bateau. En famille ? Pas en famille, non, entre joueurs. Wow. Donc, ils ont encore un match au week-end. Je ne sais pas dans quel état ils seront. Jean-Françoise. ça sent le vécu, ça. Allez, la suite. Ok. En tout cas, ce titre, oui, tu parlais de Marc Wilmots, ça doit lui faire plaisir, j'imagine. On Bien te sûr. rappelle quand même, je sais pas, toi tu es peut-être trop jeune, les Belges, oui, pour Wilmots, oui, mais d'autres, les Belges qui ont joué là-bas, Émile Penza, Oui. tu te souviens d'Émile Penza, Vermaat, exact. Nico van Tu crois qu'il a 12 ans Oui, quand même. Il a un visage de poupon, mais quand même. Hein, voilà. Non, mais parfois le temps passe tellement vite. Ouais. Nico van Kerkhoven, Michael Goossens aussi. Absolument. Et donc Marc Wilmots et Carole Gerhardt comme entraîneurs. Bon, on se réjouit de revoir ce grand club qui est Schalke 04 en Bundesliga. On termine cette émission là-dessus. Tu voulais encore dire quelque chose ? Non, du tout. Ok, on va terminer donc avec le programme de la Bundesliga. Sur Play Sport, Dortmund-Francfort, ce sera donc avec toi, Jean-François. Stuttgart-Leverkusen samedi, c'est très important, bien sûr. Wolfsburg-Bayern, très très important pour Wolfsburg, qui est en grande difficulté et qui est aux portes de la 2e division. Et puis Hambourg face à Fribourg. Le programme de l'Europa League, parce que demain ce sont les demi-finales retour de l'Europa League et de la Conference League. Alors Fribourg-Braga, ce sera intéressant parce qu'au match aller, Braga a gagné 2-1. Crystal Palace Donetsk, ce sera intéressant aussi, mais Palace a quand même été gagné 1-3 au Shakhtar Donetsk. Donc là, en principe, Palace, c'est pas mal pour Palace quand même aussi. Hein. La FA Cup la saison dernière, et peut-être maintenant la Conférence League. Ouais, après la dynamique, on va pas revenir sur le football anglais, mais la dynamique de Palace, voilà, on sent bien que l'entraîneur va partir et qu'il va y avoir. Mais ils sont en finale presque de Ouais, la non, Conférence c'est League. cool, Hein. c'est cool pour eux de terminer comme ça, c'est bien, mais Ils ont la tête à l'Europe, on va dire. voilà, Plus. c'est ça, une belle formule. Depuis un petit temps. Ok, on rappelle que cette émission, évidemment, est relayée tous les jeudis matins sur le site de Sudinfo.be, qui est la rédaction d'Antoine. On ne l'a pas dit tout à l'heure. Vous pouvez nous rejoindre aussi sur les réseaux sociaux. Ça, vous connaissez la formule. Antoine, c'était chouette, c'était un plaisir. Merci de m'avoir accueilli. On va refaire ça très Super. bientôt. Merci à Jean-François pour cette émission. On se retrouve la semaine prochaine, évidemment, pour une nouvelle émission de PLB Club. Merci à l'équipe technique, évidemment, et à vous pour votre fidélité. Passez une belle semaine. À bientôt. Bye bye.